Bonsoir Alain Finkielkraut. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau de BFM TV. Vous êtes évidemment philosophe et auteur d'un certain nombre de livres. Le dernier, enfin l'avant-dernier, Le cœur intelligent, L'explication en 2010, dialogue avec Alain Badiou. Et certains vous décrivent comme l'observateur désolé de la perte des valeurs. Alors avec vous, on va peut-être regarder et tirer les enseignements de cette affaire DSK. Cette affaire, elle est une bombe à fragmentation. C'est François-Olivier Gisbert dans Le Point qui explique cela. À juste titre, en un mois et demi, elle a secoué en profondeur la société française, remis en question quelques tabous, mais aussi autorisé quelques dérapages. Est-ce qu'elle a été utile au final? Non, je ne crois pas. En tout cas, si elle a été utile à quelque chose, c'est qu'elle a démontré la réalité, l'ampleur du terrorisme idéologique qui sévit aujourd'hui en France. Une affaire éclate, elle concerne deux individus, nous n'en connaissons que des bribes, et on en déduit le procès de l'Occident, le procès du mâle blanc, le procès de la domination masculine, le procès de la séduction à la française, le procès de l'hétérosexualité, et même, je pense à une campagne d'Oser le féminisme, le procès de la pénétration vaginale. Il faut maintenant oser le clitoris parce que la pénétration, c'est une modalité de la domination. Donc, j'ai parlé de terrorisme idéologique, mais le terrorisme peut être ridicule et on a eu une grande séquence, comme on dit aujourd'hui, de ridicule en France. Alors voilà pour cette condamnation sans pitié un peu du traitement de cette affaire et des conséquences. Mais enfin, vous avez bien sûr remarqué comme moi, là, depuis la semaine dernière, le schéma s'est inversé. Ce n'est plus le mâle blanc dominateur, puisque c'est au contraire la femme pauvre, noire et indigne et qui a menti. Non. Et du coup, est-ce que cette hypothèse, votre hypothèse de travail, elle reste valable, puisque depuis une semaine, on a changé de schéma? Non, d'abord, il ne faudrait pas qu'un schéma succède à l'autre. Il faut rester prudent. Cette femme, en effet, a menti, mais nous ne savons pas ce qui est arrivé dans la suite. Cela étant, je fais quand même une distinction entre le premier procès et le second. Dans le cas de Dominique Strauss-Kahn, on a voulu voir une allégorie, si vous voulez. On a généralisé. Et je regrette d'ailleurs que les journalistes se soient livrés à ce genre de généralisation, puisqu'ils sont les gardiens des vérités factuelles. Ils ont en dépôt, en quelque sorte, la singularité des événements. Et la singularité, c'est le petit caillou dans la chaussure du concept. Et les journalistes ont oublié, en l'occurrence, de jouer le rôle. Mais avec cette femme... Est-ce que les journalistes ne doivent pas aussi, à partir de l'histoire d'un homme et d'une femme ou d'une histoire, et vous la dites singulière, individuelle, et vous dites la présomption d'individualité, j'ai bien entendu, mais est-ce que les journalistes ne sont pas aussi pour devoir et pour objectif de soulever les questions, d'essayer de traiter les questions qu'elle pose, que ces affaires posent quand même? Bien sûr, alors simplement, avec cette femme, certains s'en prennent à elle de manière trop violente, mais c'est à elle qu'ils s'en prennent. C'est-à-dire, ils ne disent pas toutes les femmes de ménage sont des menteuses, toutes les noires sont des menteuses, ou toutes les femmes sont des salopes. Si vraiment nous vivions dans une société aussi misogyne qu'on le prétend, certains le diraient, personne ne le pense, et c'est heureux. Mais précisément, vous me dites, on peut en effet tirer des conclusions. Simplement, celles qu'on a tirées sont absurdes. Réfléchissons 2 minutes. Nous ne vivons pas en France une apothéose de la domination masculine. La France et l'Europe sont le théâtre du déclin de l'empire du mâle, M-A-L-E. Donc ça, c'est absolument clair. Les valeurs de la virilité, si vous voulez, s'éclipsent aujourd'hui au profit d'autres valeurs plus sentimentales. Donc les journalistes... Les valeurs, mais est-ce que la réalité du pouvoir, elle n'est pas... admettons peut-être, enfin on peut en discuter sur les valeurs, mais est-ce que la réalité du pouvoir, est-ce qu'un certain nombre de pratiques n'ont pas été mises à jour à cette occasion, qu'elles concernent cet individu
ou d'autres, et que un certain nombre de choses aient pu être dites. Par exemple, la parole des femmes qui a été levée. Beaucoup d'associations féministes ont dit on a reçu beaucoup plus de coups de téléphone et il y a une parole qui s'est libérée. Et là, on va faire machine arrière. Vous dites, on n'a pas dit toutes les femmes sont des salopes, mais certaines associations ont reçu des messages et des messages sur leur blog très, très insultants. Alors, peut-être des associations ont reçu des messages sur leur blog. En public, il y a eu une parole malheureuse, en réalité une seule, celle de Jean-François Kahn, qui a fait la tournée des Grands-Ducs pour s'en expliquer et s'en excuser. On a fait, encore une fois, un procès insensé à Jack Lang, qui n'a pas dit il s'agit... Il parlait justice, il ne parlait que justice, il n'a pas dit il n'y a pas mort d'homme pour dire ce n'est pas grave, il a dit simplement, aux États-Unis, la jurisprudence veut qu'on libère sous caution des gens qui n'ont pas commis de crime de sang. Or, Dominique Strauss-Kahn a été emprisonné. Donc, c'était une... Non, mais revenons sur la réalité du pouvoir dominant mâle aujourd'hui. Vous croyez qu'il n'y a pas aujourd'hui des pratiques... Est-ce qu'il n'est pas légitime de s'interroger sur les abus de pouvoir, sur des abus de pouvoir masculins? Il peut y en avoir, je suis d'accord avec vous, mais écoutez, réfléchissons à ce qui se passe en réalité, si vous voulez. On a cherché, même j'ai vu des titres du Monde dire il y a un plafond de verre à l'université. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de femmes professeurs d'université. Ce sont si vous voulez, des accusations complètement tirées par le cheveu, d'autant plus tirées par les cheveux que, fort heureusement, depuis un certain nombre d'années en France, les plaintes pour viol sont accueillies avec une grande attention par la police et par la justice. Le temps est révolu, et c'est heureux, si vous voulez, où on regardait ça avec méfiance. On prend très au sérieux les plaintes des femmes qui disent avoir été victimes d'un viol ou d'une agression sexuelle. Et on a voulu se faire croire, à travers l'affaire Strauss-Kahn, que nous vivions dans une société de machos. Je crois que ce n'est plus le cas. Et s'il y a en effet des affaires, comme vous le dites, eh bien oui, elles doivent être dénoncées, la justice doit faire son travail, mais ne nous trompons pas d'époque, ne jouons pas à nous faire peur. Alors, l'autre question, c'est celle de la transparence, de la vie privée et de la vie publique. Vous dites il ne faut pas, et en citant Milan Kundera, on ne doit pas arracher les rideaux de la vie privée. Attitude totalitaire, car dans la vie privée, on est différent et c'est normal et on a ce droit-là. Très bien. Mais est-ce qu'on a le droit aussi de s'interroger sur les vulnérabilités d'un homme appelé à prendre les plus hautes responsabilités? On peut s'interroger, vous avez raison, simplement... Voyez ce qui est arrivé au magazine, au journal anglais, News of the World. Alors on se dit, la presse française se dit, il est trash, c'est un journal, si vous voulez, qui a utilisé les moyens qu'on n'utilise pas franchement en France. Mérite. Oui, mais en France, aujourd'hui, il arrive assez souvent que on balance sur Internet, sur des sites très respectables, des conversations qui ont eu lieu dans des lieux clos, qui n'avaient rien de public, et on pense qu'on le fait pour la bonne cause, parce qu'il s'agit de la Fédération française de football, et qu'on parlait de quotas. Eh bien non, prenons justement garde à ce qui s'est passé en Angleterre, et ne transposons pas, avec les meilleures intentions, des méthodes de ces types. Quant à la vulnérabilité, vous avez raison d'en parler, mais quel va être le critère? Après tout, Churchill était gravement alcoolique, peut-être beaucoup plus alcoolique que Chamberlain. Ne valait-il pas mieux qu'il soit le Premier ministre anglais au moment de la guerre? N'a-t-il pas sauvé l'Europe? Fallait-il élire en 1960 plutôt Richard Nixon que John Fitzgerald Kennedy, un sexual addict comme on n'en fait plus? Donc oui, interrogeons-nous, mais soyons prudents et sachons que les qualités d'un homme politique sont aussi d'un registre spécifique. Autre chose, et vous dites, dans le fond, les journalistes, dans un article que vous avez publié dans Le Monde, les journalistes se frottent les mains et disent maintenant on va tout dire, puisque vous nous cherchez, on va tout dire.
Mais c'est compliqué pour nous, journalistes, parce qu'effectivement, on est un peu accusé de délit d'initié. On est un peu accusé de ne pas pouvoir partager avec le peuple qui serait indigne d'écouter certaines informations. Alors à nous de faire le tri, parce que c'est notre déontologie. Mais ce reproche, il nourrit quand même de la méfiance. Oui, il nourrit peut-être de la méfiance, mais je crois que le journaliste n'est pas là pour balancer. Il est là pour informer. Et il doit savoir faire lui-même la distinction entre ce qui relève de l'information et qui nourrit le débat politique et ce qui relève de la délation parce qu'il a appris qu'un tel couchait avec un tel ou une telle. Voilà. Et ça, je crois vraiment que cette frontière doit être absolument maintenue. C'est le cas aujourd'hui. Tant mieux. C'est le cas aujourd'hui des journalistes français depuis le début de cette affaire, malgré tout. Oui, bien sûr, mais on a dit, voilà, on aurait pu... Voilà, c'est ça qui est extraordinaire sur l'affaire Strauss-Kahn. J'ai entendu une journaliste, une intellectuelle québécoise, Denise Bombardier, dire triomphalement « Tout le monde savait !» Et on ne l'a pas dit, régnait je ne sais quelle omerta. Mais tout le monde savait quoi? Excusez-moi, je vais employer un mot un peu vulgaire. Tout le monde savait, ou on le savait, et pas seulement d'ailleurs les journalistes, qu'il était un queutard. Est-ce que, parce qu'il était un queutard, il est nécessairement un prédateur sexuel? Non. Personne ne savait cela. On l'a dit et répété. Oui, c'est-à-dire cette différence, elle est très importante et on l'a dit et répété, comme journaliste. Donc, c'était pas la peine non plus, sous prétexte. Et maintenant, on ne va pas dire, ben voilà, il s'est passé quelque chose au Sofitel, il faut faire attention. Eh bien, nous allons dénoncer les moindres manquements, les moindres dérapages d'un homme politique, parce que nous allons ainsi prévenir le viol annoncé. Qu'est-ce que vous en tirez tout de même? Il y a eu des aspects positifs, il y a eu des tabous qui ont été levés malgré tout, ou alors c'est zéro partout pour vous? C'est moi, j'en tire, si vous voulez, je suis assez vieux pour faire une comparaison. Dans les années 70, il y a eu une affaire qui était l'affaire de Bruyères-en-Artois. C'est-à-dire, on a décidé qu'un notaire était coupable du viol et du meurtre d'une jeune fille à Bruyères-en-Artois. Qui a décidé? Le petit juge de l'époque, le juge Pascal, je crois, et la bande d'illuminés de la cause du peuple. Les intellectuels qui étaient alors les soutiens de la cause du peuple ont reculé. Et c'était un phénomène sectaire. J'ai vu... Pour vous, c'est une répétition. J'ai vu, mais bien plus grave, parce que ce n'était plus un phénomène sectaire, c'était un phénomène majoritaire, un phénomène massif, et ça continue. Vous avez raison de dire qu'il ne faut pas stigmatiser cette jeune femme, mais l'avocat de la plaignante. C'est la société américaine, elle fonctionne comme ça. Juste une dernière question. Dominique Strauss-Kahn peut revenir demain en politique pour vous, aujourd'hui, en France, dans la société française aujourd'hui? Oh, je n'en sais rien. Mais... Je pense que ça lui sera difficile, en effet. D'abord, humainement, il a traversé un drame, il a perdu son poste, le préjudice est énorme. En plus, son image est singulièrement écornée. Mais moi, je vous dis, j'ai défendu pour lui la présomption d'individualité, mais je n'ai jamais été convaincu politiquement par Dominique Strauss-Kahn. Et je n'aurais pas voté pour lui s'il avait été candidat. Ce n'était pas mon candidat de gauche favori, et je reste très réticent quant à son positionnement politique, comme on dit. C'est qui votre candidat de gauche favori alors? Écoutez, là je verrai, j'attends d'assister avec passion à la grande bataille des primaires. Bon, vous y participerez? Ah non, j'y participerai comme citoyen, comme spectateur. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de BFM TV. On va continuer à parler de cette affaire avec deux féministes. Ce sera un autre regard, et je ne suis pas sûre que ce soit le même, effectivement. Clémentine Autain et Nicole Bacharan. À tout de suite.